Mon invité est un homme en colère, chercheur, ingénieur agronome et des eaux et forêts, ainsi qu'économiste. Il se désespère de voir une France qui freine face au progrès technologique. Tout cela au nom d'un principe de précaution qui dicterait aujourd'hui l'opinion et donc les politiques. Bonjour Jean de Kervasdoué. Bonjour. Alors vous êtes professeur émérite au Conservatoire national des arts et métiers, le CNAM, membre de l'Académie des technologies. Et votre colère, vous l'exprimez dans ce livre publié aux éditions Lafon, Ils ont perdu la raison. Alors qui désigne ce « ils » ? Alors d'abord, qu'est-ce que veut dire ont perdu la raison? C'est vraiment au sens propre du terme, c'est-à-dire la négation de faits. Et les ils, c'est la classe politique. Et le titre auquel vous avez échappé était le suivant: La gauche a perdu la raison. Parce qu'il y avait aussi un sous-titre pour la droite, c'était déjà fait. Donc voilà. Alors justement, parlons-en. Vous avez milité à gauche dans votre jeunesse. Aujourd'hui, donc, vous les accusez, la gauche, vous les accusez d'avoir perdu la raison. Peut-on aujourd'hui encore être scientifique et de gauche? Alors historiquement, quand on remonte à au moins 2 siècles, la gauche a toujours été progressiste. Alors plus naïvement progressiste depuis la guerre, personne ne l'est. Et la droite, c'était plus compliqué que ça. C'est-à-dire, il y a une partie conservatrice et une partie progressiste. Il se trouve que malheureusement, depuis une dizaine d'années, on voit qu'un certain nombre de faits avérés sont niés, que ce soit en matière d'OGM, de pesticides, de politique de santé, d'énergie, et les exemples sont nombreux. Alors justement, vous abordez énormément de sujets dans votre livre, le nucléaire, les pesticides, la santé, etc. Il y a un chapitre qui a retenu mon attention, c'est celui sur le diesel. Vous expliquez que c'est un danger surestimé. Pourquoi donc ? Parce que c'est la vérité. C'est-à-dire que... c'est quand même responsable de milliers de morts chaque année. Alors, la réponse est sûrement pas 42 000. C'est-à-dire que vous savez que Madame Bateau, quand elle était encore ministre, et Madame Duflot, qui est toujours ministre, ont prétendu que le moteur diesel tuait en France 42 000 personnes chaque année. Ça, c'est simplement impossible. La première cause de mortalité en France, c'est le cancer du poumon, et c'est 26 000 morts. Les cancers digestifs, c'est 18 000. Le cancer du sein, c'est 11 000. Donc, il n'est vraiment pas possible, il y a 530 000 personnes qui meurent chaque année en France, il n'est vraiment pas possible que le diesel tue 40 000 personnes par an. Et d'ailleurs, moi qui suis motard depuis 50 ans, si c'était le cas, je serais sûrement mort depuis très longtemps parce que j'aurais respiré. Alors, le diesel a été reconnu comme étant un cancérigène notoire récemment. Ce qui veut dire qu'il n'est pas très cancérigène, parce que sinon, ça serait aperçu avant. Bien avant. Et la deuxième, c'est à la suite d'une étude sur des mineurs américains, dont une partie des pauvres mineurs, donc dans une atmosphère confinée, minent avec des marteaux-piqueurs dont l'énergie vient de vieux diesel sans filtre. Alors, quand on compare les mineurs diesel et les mineurs non diesel, on trouve qu'il y a un risque relatif de 3. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, entre les fumeurs et les non-fumeurs, le risque relatif est de 30. Donc 3, c'est en fait relativement peu. Mais quand on contrôle pour le tabac, en fait, ce risque disparaît. Et quand on compare les non-fumeurs diesel et les non-fumeurs non diesel, le risque relatif devient très faible et 1,4. Et cette étude n'a jamais été répliquée. Alors, par ailleurs, bien entendu, la pollution atmosphérique est dangereuse. Il suffit d'aller en Chine où elle tue de l'ordre de s'apercevoir, en Angleterre dans les années 70. En France, jamais l'air a été aussi propre. Et les estimations, qui ne sont pas vraiment des gens, mais plus des résultats de calcul, c'est que l'ensemble de la pollution atmosphérique en France raccourcirait la vie d'à peu près 1 millier de personnes. Mais ce n'est pas 42 000. Alors l'opinion est mal informée, selon vous? Alors, c'est la faute de la presse? Alors, c'est plus compliqué que ça, parce que l'opinion, les gens craignent des risques pour lesquels qu'ils ne maîtrisent pas, et donc surestiment énormément le risque de la pollution atmosphérique. Et bien entendu, la presse relaye ces peurs, celles-là et d'autres, en matière de rayonnement ionisant. C'est du sensationnalisme? C'est beaucoup de choses. C'est à la fois la faible formation scientifique de l'édition ou de l'éditoire. C'est également la très grande difficulté de comprendre les chiffres. Vous savez que par exemple, en Amérique du Nord, on ne vous dit jamais qu'il va faire beau ou mauvais demain. On dit que la probabilité qu'il fasse beau est de 80%, 50%. Et en France, on voit qu'on attribue à les sondages, il a gagné 2%. En fait, c'est 2% ou 0, ça serait pareil, parce qu'on est dans la marge d'erreur. Donc on voit qu'en France, on a une très
faible information, une très faible communication sur les questions probabilistes, et notamment dans ce domaine-là. Alors, est-ce qu'il n'y a pas finalement une hypocrisie en France? Je pense au sujet du gaz de schiste, l'entreprise Vallourec qui vend des tuyaux pour la fracturation hydraulique et en même temps, l'exploitation est interdite en France. Alors l'hypocrisie est double, c'est-à-dire, vous avez tout à fait raison d'utiliser ce terme, c'est que si jamais le gaz était aussi dangereux, pourquoi tolérerait-on d'importer du gaz qui ferait mourir d'autres personnes que nous? Alors c'est le cas du charbon, hein, parce que le charbon est 4000 fois plus mortel que le nucléaire. Mais bon. Mais, et en ce qui concerne le gaz de schiste, vous savez, autrefois, non seulement on faisait de la fracturation avec des marteaux-piqueurs, mais on enlevait la roche et on faisait des trous, on appelait ça des mines. Donc ce qui est très curieux, c'est que dans l'inconscient collectif, on considère que les mines, alors que ça détruit beaucoup plus le sol que la fracturation hydraulique, c'est normal, et la fracturation hydraulique serait anormale. Alors par ailleurs, comme vous le savez peut-être, il y a 30 000 aux États-Unis, 30 000 forages pour le gaz de schiste. Il y en a un que tout le monde a montré, parce qu'en gros, le gaz de schiste, il est au moins à 1000 mètres en dessous de la nappe phréatique. Donc il ne touche pas la nappe phréatique. Simplement, quand il y a un trou dans le tuyau, au moment où il passe dans la nappe, effectivement, il y a quelque chose qu'on a vu et revu à la télévision. Dans des zones assez dépeuplées, le Dakota. Oui, mais non. Et de toute façon, une installation de gaz de schiste, une fois que c'est fini, c'est grand comme cette pièce, hein, c'est tout petit. Hein. Alors justement, sur l'énergie, vous dénoncez des vérités partiales, c'est le titre d'un chapitre même. Alors qu'est-ce qu'on nous cache? Quelles sont les informations qui nous manquent pour bien comprendre? Oh, beaucoup de choses. La première, c'est que par exemple, les Allemands rejettent 9 fois plus de gaz carbonique que nous. 9 fois plus. Oui. La deuxième, c'est que la probabilité qu'ils rejettent aussi peu de gaz carbonique que nous, même avec les énergies renouvelables, elle est à mon avis nulle. Et l'année dernière, 48% de leur énergie est fabriquée avec du charbon, alors qu'en France, c'est de l'ordre de 4 ou 5%. Qu'en Allemagne, l'électricité aujourd'hui coûte 80% plus cher qu'en France pour les particuliers, 50% plus cher pour les entreprises, et que ceci d'ailleurs va poser des problèmes tout à fait sérieux à l'Allemagne, on est en hiver, donc la consommation d'électricité n'est proportionnelle ni au vent ni à la lumière. Les pics de consommation électrique, c'est les soirs d'hiver quand il fait froid. Quand il fait froid, les soirs d'hiver, il n'y a pas de soleil. Il n'y a pas de lumière, donc pas de photovoltaïque. Et quand il fait très froid, comme on est dans haute pression, il n'y a pas de vent. Donc vous êtes obligé, quand vous avez des piles ou de l'éolien, d'avoir des centrales thermiques. Non, d'avoir des centrales thermiques au gaz ou au charbon. Donc si vous voulez, ah oui, pour compenser. Parce que votre consommation d'électricité, elle doit... c'est à tout moment que les gens ajustent la consommation d'électricité. Alors quel est le manque à gagner pour l'économie française de cette réticence face au progrès, selon vous? Il est considérable. Alors, par exemple, on estime que depuis 2000, dans la croissance du coût de la construction, il y a de l'ordre à 15 à 20% de normes, dont la plupart de ces normes d'ailleurs sont inutiles. Je prends la parabole des colonies de vacances qui ont disparu parce qu'on demande de telles contraintes pour les bâtiments qui accueillent ces enfants 5 semaines par an que tous les gens qui avaient les colonies de vacances les ont fermés. Donc en France, on surprotège des objets qui disparaissent. Et on tue l'activité. Et on tue l'activité. C'est vrai de la réglementation incendie pour tous les gens qui ont des responsabilités collectives, et j'en ai eu dans les hôpitaux. Les pompiers imposent des normes dont le coût probablement de la vie sauvée, c'est 1 milliard d'euros. Voilà. Mais je crois que le plus important de ce que j'essaye de montrer dans ce livre, c'est que les hommes n'ont inventé que 2 manières pacifiques de résoudre les conflits. La première, ce sont les tribunaux, d'une manière pacifique. Et la deuxième, c'est la science. C'est-à-dire les scientifiques ne sont pas d'accord entre eux, mais ils sont d'accord sur la manière de résoudre leurs conflits qui est l'expérience. Et donc aujourd'hui, ce que je critique, c'est qu'on voit que la classe politique est aujourd'hui composée de sophistes, c'est-à-dire la vérité, ils s'en moquent. Ce qui compte, c'est leur conviction. Et donc c'est ce décalage entre les convictions de la classe politique et les croyances qui sont colportées par des associations dont on connaît mal la légitimité et la vérité scientifique. Il faut donc reprendre goût à l'expérience? Absolument. Et bâtir... Tu vois, les scientifiques, ils ne s'intéressent pas au juste, ils ne s'intéressent pas à l'équitable, ils s'intéressent au vrai. Et à partir du moment où on commence à considérer qu'il faut confondre le juste et l'équitable, à mon avis, on va très très mal. Jean de Kervasdoué, merci d'être venu sur Xerfi Canal. Ils ont perdu la raison, c'est le titre de votre coup de colère contre cette réticence au progrès qu'il y a en France. Merci encore. Merci.